Donc, merci d'ailleurs Jacques pour cette invitation aussi. Merci également d'être reçu dans ce lieu magique, le temple du savoir, le musée d'histoire naturelle. Merci à vous d'être là. Bon, je me peut-être représente très rapidement. Peut-être que je pourrais brancher mon diaporama. Donc je m'appelle Jean-François Dortier, je suis le fondateur d'un magazine qui s'appelle Sciences Humaines, que j'ai délaissé depuis quelques temps pour m'occuper d'un nouveau journal que je rédige qui s'appelle L'Humanologue. Alors l'humanologue, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline nouvelle, mais très ancienne, c'est l'étude de l'être humain. C'est mon domaine de prédilection. Alors l'avantage, quand on étudie les êtres humains, alors pourquoi parler des animaux et de l'urine quand on s'intéresse aux êtres humains? D'abord, les êtres humains sont des animaux, c'est la première raison. Donc ça m'amène toujours à essayer de comparer le monde des animaux, non pas avec celui des humains, mais le monde de l'espèce animale humaine qui a des tas de particularités avec d'autres espèces. Voilà. Alors il y a un autre avantage d'étudier les êtres humains, c'est que c'est beaucoup plus facile de les étudier que les bruants zizi ou a fortiori le léopard des neiges, parce qu'il y en a un petit peu partout. Ils sont faciles à observer. Ils adorent d'ailleurs qu'on les observe. Ils aiment parler d'eux. Donc du coup, c'est pas ça du tout que je veux faire passer. Voilà. Mais peut-être qu'ils sont un peu plus difficiles à comprendre que les autres animaux, encore que c'est pas sûr. Peut-être que c'est leur orgueil qui leur fait croire qu'ils sont à un statut particulier dans l'évolution. Voilà. Donc moi je trouve très intéressant de comparer non pas les humains aux animaux, mais l'animal humain que nous sommes à d'autres espèces. Et dans la revue que j'ai créée, alors je vais faire d'abord ma petite page de publicité, vous l'avez déjà vu. Donc L'Humanologue, c'est ça. C'est un journal que j'écris avec un collaborateur extérieur. Alors l'humanologie, c'est une science qui a une ambition inversement proportionnelle aux forces qui y sont consacrées, c'est-à-dire que c'est comprendre l'être humain en général, c'est une discipline transdisciplinaire, et en fait on est deux à la rédiger. Moi et un jeune collaborateur qui s'appelle Edgar Morin, qui vient de fêter ses 101 ans. Et alors donc, dans l'humanologue, je parle beaucoup des animaux pour justement faire cette comparaison des autres animaux. Par exemple, un des thèmes très fréquents, quand on compare les humains aux animaux, c'est est-ce que nous sommes la seule espèce violente? On a encore parlé hier soir au repas, à tuer pour le plaisir ou par cruauté des gens de sa propre espèce. On a souvent entendu ça, puisque même Coran Flores disait ça dans les années 60, les animaux ils se battent, c'est des ritualisations, mais ce entre espèces, ça n'existe pas. En fait, c'est faux. Il y a beaucoup de violence et de meurtres intraspécifiques chez les animaux. À commencer par les fourmis qui s'entretuent et qui se font des guerres de front, ceux qui ont lu Bernard Werber le savent, à la montre religieuse qui dévore le mâle après avoir copulé, mais plein d'autres espèces. Une étude récente de 2016 a été faite sur près de 200 espèces de mammifères, a découvert qu'en fait, il y en avait plus de 150 dans lesquels on avait observé des meurtres intraspécifiques. La pire, c'est ceux-là, c'est les suricates. Et c'est j'en ai plus 20% de meurtres à l'intérieur de l'espèce. Donc c'est le carnage, c'est des véritables tueurs. Alors on trouve ça aussi chez les lions, on disait qu'ils tuent aussi, on a plein d'autres, les cerfs, ça passe par les infanticides, par des parricides, par toutes sortes, les violences sur les femmes, ça existe aussi. Dans les féminicides, ça existe dans le monde animal. Ouais. Alors, on parle d'autres choses, par exemple. Voilà pourquoi alors, quand on compare aussi, est-ce que nous sommes les seuls à connaître l'amour? On a dit souvent que les animaux ne connaissent que la sexualité, ou la copulation à une visée reproductive. Nous avons découvert l'amour. Et c'est pas n'importe qui d'ailleurs, c'était les Français qui l'ont fait au Moyen-Âge. Lisez le livre de Denis Rougemont sur l'invention de l'amour au Moyen-Âge, en Occident. Bon, ben non, on sait que, les animaux s'aiment. Céline l'avait dit d'ailleurs, vous le citez quand même. Disait l'amour, c'est l'infini à la portée d'un caniche. Mais c'est vrai.
Parce que c'est un amour en plus, le caniche pour son maître, qui est lui, sans limite, interespèce. Tous ceux qui ont des animaux savent que les animaux aiment. Et puis, s'ils font l'amour aussi, c'est pas simplement pour copuler. Ils ont aussi des comportements auto-érotiques. Il y a des animaux qui se masturbent. Par exemple, les écureuils se masturbent. Vous allez me dire comment, ils se frottent contre l'arbre. Les dauphins le font. Voilà. Donc on traite de sujets aussi sérieux que cela dans l'humanologue pour nous comparer à d'autres espèces. Tiens, l'homosexualité aussi, quelle est la finalité reproductive de l'homosexualité? Il n'y a pas que chez les humains qu'il y a des homosexuels, les canards le font. Et c'est pas parce qu'il manque des femelles, parce que parfois des canards mâles forment des couples stables, alors qu'ils sont entourés de femelles qui ne demanderaient qu'à être aimés, à former des couples. Donc, on peut peut-être d'ailleurs faire une petite remarque, mais je ne vais pas trop déborder, je suis un peu bavard, sur la question, j'ose même pas la dire, qui a été posée, est-ce que le rire pourrait avoir une fonction utilitaire dans le cadre, par exemple, de la sélection sexuelle, puisque la sélection, comme tout le monde connaît l'idée de la sélection naturelle de Darwin, les animaux sont adaptés à leur environnement, et puis dans un autre livre qu'il a écrit après l'origine des espèces, c'est son grand livre 1872 qui s'appelle L'origine de la descendance de l'homme au moyen de la sélection sexuelle, il invente un nouveau mécanisme qui n'est pas celui de la sélection naturelle, adaptation à la nature, mais la sélection sexuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois, pour pouvoir trouver un partenaire, on est prêt à transgresser en quelque sorte l'adaptation naturelle à son milieu pour faire des choses exubérantes uniquement faites pour séduire. Exemple typique, c'est les plumes du pan. À quoi ça sert les plumes du pan? Il n'y a que le mâle qui emporte pas la femelle. On dit que c'est une stratégie d'esbrouf, simplement, comme les cornes du cerf. Et donc Darwin fait des tas de démonstrations pour montrer que c'est précisément d'ailleurs chez les mâles qu'on a souvent ces critères exubérants. Et puis, alors que chez beaucoup d'espèces d'oiseaux, je crois qu'on contrôle, c'est des mâles qui ont un plumage particulièrement coloré et des femelles qui ont des plumages plus ternes. Puis dans d'autres cas... Il y a quelques espèces, très rares où c'est l'inverse, oui. Et les auteurs ont parlé à ce propos d'espèces à sexe inversé. Voilà. Donc il y a eu toute une floraison de théories en disant, bah oui, alors si pour la sexualité, on est prêt à transgresser la sélection naturelle, c'est-à-dire aller au-delà des besoins de la survie pour simplement faire des esbroufs, alors pourquoi pas, ça peut être le plumage, donc ça c'est la stratégie du courtisan, ça peut être la stratégie évidemment du combat entre mâles, c'est le plus fort qui va... On peut adapter ce qu'on appelle une stratégie du handicap, se mettre en danger pour faire simplement des choses qui vont... Mais alors, on l'a appliqué aux humains pour dire, pourquoi pas le langage, celui qui a inventé le langage, c'est stratégique, et alors le rire. Alors c'est là que je n'ose même pas dire cette vieille formule qui dit femme qui rit est à moitié dans son lit, mais ce serait une forme de témoignage d'une certaine façon de cette sélection sexuelle appliquée. Bref, revenons à la question du rire. C'est très simple parce que je l'ai déjà tout dit dans le résumé. Il y a très peu de choses à dire sur le rire dans le monde animal. Deux choses. Un, effectivement, le rire au sens de la réaction physiologique, il a été observé, notamment chez les rats, c'est très connu. Vous prenez un rat, vous chatouillez, et on n'entend même pas les petits cris, mais si vous vous l'enregistrez, il y a des petits cris qui ressemblent bien à un chatouillis de... donc il est heureux et il les redemande. Ça a été démontré. Et puis autre chose, c'est la question, c'est est-ce qu'ils ont de l'humour? Une autre question, entre rire par chatouille, c'est pas forcément avoir de l'humour. Est-ce que les animaux, c'est très peu documenté, on a quelques exemples qui laissent à supposer que. Exemple, il a été observé souvent dans les zoos qu'un singe qui parfois monte sur une branche et puis qui urine sur celui du dessous, eh bien il y a des copains qui sont autour, ils se mettent à rire. Un rire de singe, ça ne ressemble pas à un rire d'humain. Attention, l'expression faciale du rire avec les dents qui sortent, ça c'est chez nous. Chez les singes, ça peut être un signe d'agression. Donc, mais les éthologues ont appris à observer quand même le signe qui était le signe de la joie et celui qui est celui de l'agression. Bon, alors il y en a qui font des blagues, des singes farceurs, quelques observations aussi
un singe qui utilise un robinet où il a le droit de boire, et quand un public s'approche de trop près, il lui crache à la figure, et là encore, ceux qui sont derrière, ils se roulent par terre. Donc vous allez s'en supposer qu'ils ont un certain sens de la blague. C'est à peu près tout. C'est terminé. J'aurais pu m'arrêter là. Je me suis dit, bon, il faut quand même que je justifie l'invitation. Donc je me suis dit, on va essayer d'élargir un peu à un autre sujet qui est voisin, qui est celui du jeu. Parce que jouer, s'amuser, ça peut être proche du rire, ça provoque du plaisir souvent. Bon. Alors le jeu c'est l'animal, là encore, les observations par contre, là, tout le monde peut les faire, tout le monde a vu un petit chat jouer avec une balle, tout le monde a vu un chien qui relance le bâton et puis qui le ramène, puis on relance, puis il le ramène. Il a des postures caractéristiques de sollicitation du jeu. Chez le chien, patte en avant, relevé, il aboie, il jappe et il remue la queue, et souvent il s'épuise, le lanceur de balles ou de bâton s'épuise devant le chien. Moi j'avais une chienne adorable, on jouait à la bagarre, comme avec les enfants, et il adorait ça, il nous sollicitait. La bagarre, ça consistait à la coincer dans un coin de la pièce, se jeter dessus, la prendre par le cou, et hop, la plaquer au sol. Et elle jouait avec les enfants qui avaient 5, 6, 7 ans, 8 ans. Et parfois, pour se défendre, elle nous prenait, elle grondait, elle nous prenait la gueule dans les bras, mais jamais elle n'a mordu. Alors qu'avec ses canines et ses mâchoires d'acier, elle aurait pu faire des dégâts terribles, mais elle savait bien que c'était un jeu, qu'on faisait semblant de se battre. Donc il y avait une notion de faire semblant quand même. Ça n'allait pas beaucoup plus loin, donc il y a des tas d'autres jeux. Alors ensuite, on a cherché à documenter d'autres jeux chez les animaux. On en trouve plein. Alors les jeux de bagarre, en général, les éthologues distinguent 3 types de jeux chez les animaux. C'est les jeux du locomoteur. Exemple type, c'est le fait de bondir, de sauter. Le singe, par exemple, qui fait des cabrioles, qui se roule par terre, qui monte sur une branche, qui reste la tête en bas. Bon, ça sert à manifestement rien, donc on dit que c'est un jeu, comme les enfants courent, sautent, rient, gambadent. Voilà. Jeu dit locomoteur. Et puis le jeu d'objets consiste à jeter des objets et à les rattraper. Donc les otaries font ça quand on leur lance, mais dans la nature, il y a aussi des objets qui peuvent servir à jouer. Il y a un éthologue qui s'appelle Gordon Buchat, qui a essayé de démontrer que bien au-delà des espèces qu'on croyait intelligentes et au cerveau développé, comme les chimpanzés, les singes, les dauphins, les corbeaux aussi, qui sont réputés les plus intelligents et les plus joueurs, on pouvait trouver aussi des comportements similaires chez les reptiles. Il a élevé par exemple un varan dans lequel il lance un ballon en captivité, et puis le varan donne 2-3 coups de tête, donc il désintéresse vite. Est-ce que c'est du jeu, pas du jeu? On n'est pas très sûr. En tout cas, ça confirme sa théorie qui consiste à dire que le jeu chez l'animal, c'est un surplus d'énergie qui doit être dépensé d'une certaine façon. Et donc, c'est chez les espèces où, et à un moment particulier de leur vie, où elles ont de l'énergie à revendre et pas trop de responsabilité, qu'elles le dépensent en jeu. Typique, justement, les mammifères qui sont pris en charge par des adultes, donc ils n'ont pas à chercher leur propre nourriture, et qui sont relativement protégés sur leur territoire, donc ils peuvent s'amuser à gambader, à jouer à la bagarre, à se tirer les oreilles, à taquiner les parents. Il y a un nombre d'observations considérables, on sait que les dauphins jouent à faire des bulles. Et quand on s'est posé la question, combien de temps il me reste là, est-ce que on peut se poser la question, est-ce que justement, c'est toujours à finalité utilitaire, c'est-à-dire est-ce que c'est la théorie qui a dominé pendant très longtemps, le jeu est une préparation à la vie adulte. On le dit pour les humains, pas évidemment pour les animaux. D'autant plus que souvent, effectivement, quand deux petits fans font des simulacres de combat, bien plus tard, ils vont peut-être devoir s'affronter pour autre chose, c'est la conquête des femelles. Le petit chat qui joue à attraper à la balle, on voit bien que ça correspond au chat qui attrape la souris. Sauf que souvent les chats adultes ou les félins adultes, ils attrapent et ils continuent à jouer aussi. Un peu comme les adultes. Si le jeu n'était qu'une préparation à la vie adulte, on se demande pourquoi les adultes continueraient à jouer. Les adultes sont des grands joueurs, hein.
Même dans les maisons de retraite, on joue aux cartes, on joue au boule, on joue à tas de choses qui servent manifestement à rien et qui ne les préparent pas à une vie future. À moins qu'on joue au boule et aux cartes là-haut. Où en étais-je? Oui, donc. Pardon? Ah oui, là-haut. Oui, donc. D'où cette idée qu'effectivement, on pourrait jouer par plaisir, uniquement pour une sorte de gratification en soi, qui est peut-être pas totalement gratuite, vous avez raison, monsieur, peut-être que de toute façon, au départ, le plaisir, il est toujours relié à des choses qui font du bien pour l'organisme. Je mange, ça me fait plaisir, je fais l'amour, ça me fait plaisir, on sent bien que le corps, je suis fatigué, je me repose, ça me fait du bien, le bien-être et le plaisir est quelque chose d'adaptatif. Mais ça peut s'émanciper aussi. Donc, effectivement, on peut manger au-delà du raisonnable, au-delà de l'adaptation, du obèse. C'est pour ça qu'il y a des animaux obèses aussi. Si on leur donne trop de sucre, trop de gras, ils deviennent obèses comme leur maître. Je parlais tout à l'heure des comportements auto-érotiques, même si le plaisir sexuel a été fait par Dame Nature pour favoriser la sexualité, à un moment donné, il peut y avoir une émancipation. Le goût du plaisir devient en soi un objectif en soi et pour soi. Alors par exemple, il y a une chercheuse qui s'est posé la question, par exemple, est-ce que les... Je reviens un petit peu en arrière, mais c'est pas bien. Est-ce que les rats qui jouent à la roue en cage, est-ce qu'ils le font pour le plaisir ou c'est pour dépenser de l'énergie, comme le dit belle question. Alors il y a une chercheuse hollandaise qui dit, on va savoir, il n'y a qu'à mettre une roue dans la nature pour voir si les souris qui sont par là. L'expérience a été faite. Donc vous mettez sur un trajet connu où passent des petites souris qui vont se nourrir la nuit, vous leur mettez quelque chose sur les laitiers et puis à côté d'une roue. Elles regardent la roue, elles montent dedans, voilà, elles se laissent emballer. Et puis elles reviennent le lendemain, puis elles remontent dans la roue. Puis là, vous ne donnez même plus la nourriture. Puis les copines arrivent, elles font la même chose. Donc ça a été observé, filmé. Il y a même eu une grenouille qui a été filmée, on peut voir qui s'est pris au jeu, et qui a été observé en train de jouer à la roue. Quelle est la fonction ici? C'est vraiment une dépense d'énergie inutile. Donc, je regarde quand même tout ça, parce que 20 minutes, on va vite. Donc revenons à l'humour. On va finir quand même par ça. Donc là, jusque-là, c'est du jeu. On a vu qu'il y a du jeu de faire semblant. Donc là, ça des simili-blagues chez... Bon. Est-ce que les oiseaux sur les branches ils se racontent des histoires d'humour? Alors là, ça suppose qu'ils parlent, on n'en est pas encore là. Mais on peut simplifier le problème en se disant que finalement, l'humour existe chez l'humain sans le langage. Je parle bien d'humour, pas du rire. Exemple, Buster Keaton. Les films muets, c'est des gags qui succèdent, il n'y a pas de parole. Donc est-ce que les animaux pourraient simuler des jeux comme ça pour faire rire les copains? Le bout en train, bonobo, qui décide... bon. Ah bon, on l'a jamais vu. Ça s'est jamais vu. Ni les chiens, alors les chevaux, eux ils sont plutôt sérieux, hein, pas du genre... Encore que là encore, on a vu aussi, maintenant il existe des balles pour les chevaux, donc il y a des chevaux de trait qui jouent au ballon. Mais faire des gags, non. Donc, le rire chez l'animal, oui, l'humour, à ce jour, ça reste encore un des privilèges de notre espèce. Alors, est-ce à dire que c'est... Je ne résiste pas quand même à vous montrer les deux, parce qu'on sait peu de choses sur le rire au fond. Hein. Depuis ces deux messieurs, très drôles, qui ont écrit au début du XXe siècle, sur l'humour, Bergson, 1900, et 5 ans après, le mot d'esprit dans un rapport avec conscience, c'est Freud. C'était pas des types marrants, hein, ça se voit. Bon, mais à l'époque, c'était un sujet qui méritait de se pencher, sur lequel ça méritait de se pencher. Donc, comme on n'a pas la réponse pour les humains, qu'est-ce qui fait rire? On sait pourquoi on rit, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui provoque l'humour. En tout cas, de l'humour, à ce jour, aucun observateur. Donc, on doit suspendre notre jugement et nous accorder quand même ce privilège. À mon avis, il y en a bien d'autres, qui font que l'être humain reste quand même la seule espèce capable de pouvoir faire rire.
Oui, alors, peut-être des questions. Ah oui, j'ai droit à mes questions aussi. Déjà, bonjour à tous. Comment vous avez su que les canards étaient homosexuels? Ben, vous allez à San Francisco, c'est... non, mais parce qu'il y a... C'est pas... Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'observe surtout les humains. Voilà, j'observe pas les canards, ou ça, c'était incidemment au passage, donc j'en ai pas observé directement, mais il est paru dans les années 90 un livre qui s'appelle Exubérance Animal et qui montre que, en fait, toute une série d'animaux pratiquent une grande diversité de pratiques sexuelles qui sont différentes de la sexualité. Donc, les homosexuels, on en trouve chez les canards, mais on peut en trouver chez bien d'autres espèces. Il se trouve que chez les canards, c'est un peu plus fréquent qu'ailleurs. Il y a des animaux zoophiles, c'est-à-dire qui trouvent un partenaire dans une autre espèce que la leur. Donc, c'est arrivé qu'un éléphant s'amourache d'un hippopotame. Vous avez des animaux pédophiles. Alors, on débat de savoir pourquoi il y a la pédophilie chez certains, par exemple les éléphants de mer. Alors, les éléphants de mer, il se trouve qu'ils sont dans des structures en harem, comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire qu'il y a un mâle dominant, il se casse la figure, les mâles, puis vous savez, le mâle dominant, il peut s'approprier une troupe de 30, 50 femelles, il passe sa journée d'ailleurs après, pendant toute la saison, à copuler, à chasser les autres mâles qui sont autour, et donc les autres mâles qui sont autour, malheureusement, eux, ils sont frustrés. Alors ils cherchent peut-être à décharger leur frustration de temps en temps en chopant un petit éléphant qui n'a rien d'éléphant de mer, qui n'a rien demandé et qui se trouve écrasé sous un poids très lourd. Enfin bon, c'est sordide, j'en dis pas plus. Et voilà. Ah bon. Compensation d'une frustration. Est-ce qu'en compensation d'une frustration, les animaux peuvent... c'est ça la question. Donc du genre, je me mets à boire parce que je suis malheureux dans ma vie, j'ai un boulot de merde. L'expérience a été faite aussi. Et sur les abeilles, alors là aussi on frustre une abeille. Comment frustrer une abeille? Eh bien vous lui mettez des belles femelles, puis vous interdisez, vous lui interdisez de pouvoir avoir des trucs. Donc il se trouve frustré. Et à côté, vous mettez un petit récipient d'alcool. Eh bien, l'abeille, elle va boire de l'alcool, un peu plus que les autres. Il faut savoir que, Michel l'a dit, il y a beaucoup d'animaux qui se saoulent. Avec souvent dans la nature, ils vont pas au bar, dans la nature on leur offre des bars naturels avec des fruits souvent qui sont fermentés et qui produisent de l'alcool. Donc parfois vous avez vraiment des éléphants, vous voyez, qui tubent après s'être lourdement alcoolisés. On trouve des cerfs, on trouve des chimpanzés, les abeilles aussi. Et les abeilles, souvent d'ailleurs quand elles s'alcoolisent, quand elles arrivent à retrouver la ruche, ça a été démontré il n'y a pas très longtemps, et qu'elles arrivent à la ruche, là il y a des vigiles qui les attendent, et ils foutent une raclée. Donc il y a vraiment une répression des mœurs pour le comportement des abeilles. Et ça va loin parce qu'ils leur cassent les pattes. Ça c'est une étude qui date de l'été 2022. Michel Coetzee l'a dit, il y a des financements pour ça. Oui. Est-ce qu'un animal peut pleurer?
il pleurait, il a arrêté la chasse à cause de ça, c'est ce qu'il a dit. C'est intéressant que vous posiez la question, parce que sans doute vous n'avez pas d'animal de compagnie, puisqu'on l'admet, c'est un chien. Mais c'est vrai que ça remonte à l'idée même de Descartes, hein, qui nous a expliqué que les animaux n'avaient pas d'émotion, et quand le chien pouvait le battre, il couinait. C'était comme une cloche au sol, il ne faisait rien. Donc non seulement il peut pleurer, il est triste, il peut mourir de dépression. Donc ce n'était pas des larmes exactement comme nous, il faudrait étudier. Mais la tristesse, elle est évidente chez des animaux qui peuvent, lorsqu'un proche disparaît, donc peuvent faire un témoignage, là aussi. Alors là, d'observation presque directe, par le biais de mon épouse qui est ici et qui a été maîtresse d'école, et qui avait fait venir des gerbilles dans la classe auprès des maternelles, et regarder les petites gerbilles. Et un jour, il y a une des gerbilles qui est morte. Et donc l'autre était toute triste, elle ne se nourrissait plus, les enfants étaient qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, on a décidé de lui ramener une deuxième gerbille pour remplacer la première, mais ils ne se sont pas du tout entendus. Et donc la première avait une relation particulière avec la gerbille, son amie, et elle a fini par mourir aussi. Alors de détresse, est-ce qu'on meurt de chagrin, on ne sait rien, même chez les humains c'est pas évident, mais en tout cas ça existe chez les animaux, c'est évident. Et donc ils ont de la tristesse, et les émotions de base, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût. Bon, moi je suis de ceux qui pensent qu'il y a même bien d'autres, une gamme d'émotions bien plus riche que ce qu'on appelait les émotions de base dans le monde animal et qui avait été bien décrit par Darwin. Juste sur cette question des émotions, dans le domaine de la perception, vous allez voir qu'on en revient sur les émotions. On sait que nous avons 3 types de couleurs. On connaît les couleurs. Les oiseaux ont 4 types de couleurs. Et dans l'ultraviolet, ils sont capables de faire des distinctions que nous sommes incapables de faire. La question qui se pose, c'est que dans l'ultraviolet, ils voient des nuances où ils sont capables de créer une couleur que nous n'imaginons même pas. Donc, il faut penser que les animaux peuvent avoir des représentations que nous n'aurions pas. Si vous transposez ça au domaine des émotions, bien sûr, il y a un domaine des émotions qui est celui des animaux et des humains, et Darwin a dit mais nos émotions viennent de ce que font les animaux, mais est-ce que les animaux pourraient avoir des émotions que nous n'imaginons même pas? Il faut voir qu'ils vivent dans un monde, nous faisons des inférences sur ce monde à partir de ce que nous voyons, faisons, etc. On minimise beaucoup les animaux, mais est-ce que les animaux ne câlinisent pas parfois les humains, si ce sont des chiens, et est-ce qu'ils ne prêtent pas aux humains des intentions qui ne sont pas forcément les leurs? Les comportementalistes qui vont dans leur cabinet des personnes qui viennent avec leur chien parce que le chien est mort, etc. Souvent, il y a une incompréhension qui s'est installée entre la personne qui a un chien et son chien. La personne ne comprend pas son chien, le chien ne comprend plus cette personne. C'est ça. Je reviens sur la question de l'humour. À la base de l'humour, il y a quelque chose qui est contrefaire quelque chose. Une contrefaçon. Or, on sait que les animaux sont capables de faire des contrefaçons. Je m'explique. Vous avez un endroit où il y a de la nourriture, des mésanges viennent, elles se posent, elles se nourrissent, on a une qui arrive. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont là, qui sont en train de bouffer. Elle, où est-ce qu'elle va aller? Elle pousse un cri d'alarme comme s'il y avait un prédateur. Les autres se barrent, elle ne se barre pas. Sinon, elle descend. Donc elle contrefait quelque chose qui ne correspond pas à la situation. Dans l'humour, il y a quelque chose qui consiste à contrefaire. Alors, il faudrait se donner les moyens, c'est-à-dire quelle donnée empirique on va avoir pour montrer qu'il y a l'humour. Évidemment, c'est pas ça. Maintenant, si vous imaginez l'humour tel que nous pratiquons, etc., non, c'est émancipé d'un certain nombre. Mais les prédispositions voilà, c'est ça la question. Et puis sur l'homosexualité, vous savez, les canards, c'est un très bon exemple parce que vous avez des mâles qui se mettent ensemble. Et ils ne font pas d'eux. Mais parfois, ils attirent une femelle, ils copulent avec la femelle, elle pond des œufs, ils la virent, ils couvrent les œufs, ils élèvent les jeunes. Vous avez aussi l'inverse, connu, les mouettes, les femelles ensemble, des auteurs avaient vu ça. Puis dans les nids, parfois ils voyaient beaucoup plus d'œufs d'habitude, le double. Ils se demandaient pourquoi. Tout simplement, vous aviez 2 femelles qui pondaient. Et les œufs restaient clairs. Et dans certains cas, les femelles attirent un mâle,
copule avec ce mâle, et ensuite elles virent le mâle et elles élèvent toutes seules les jeunes. Donc vous avez une homosexualité qui n'est pas simplement une recherche de plaisir, mais une homosexualité qui est aussi tournée vers le comportement parental. On a été parfait, hein, 1 heure. Donc je profite des dernières secondes du coup, pour faire ma petite autopromotion. Je vais mettre en ligne sur le blog de l'humanologue, humanologue.fr, c'est facile, le texte de mon intervention, parce que comme pour Michel, il y a autant de choses à dire, mais on s'est tenu en 20 minutes chacun. Je nous félicite d'être aussi rigoureux dans la tenue des horaires. Alors maintenant, juste, Je vais vous citer un passage de l'humanologue, qui est bien placé dans l'humanologue, que j'ai trouvé en préparant cette intervention. Vous savez, la musique, c'est quelque chose de spécialisé ou la musique? Tout est musique. Vous allez au bord de la mer, vous écoutez, il y a des rythmes, vous pourrez dire, ben non, la nature fait de la musique. Voilà. Pourquoi pas? Parce que la question de savoir si la musique elle est dans l'intention de celui qui produit, elle est dans la structure de l'objet sonore qui existe, ou elle est dans l'oreille de celui qui écoute. Voilà tous les endroits où il pourrait y avoir de la musique. Et en musique, l'humanologue est une très bonne revue, je conseille de lire. Il est indiqué une réplique du film d'Auguste Ruche: la musique est partout autour de nous, il suffit juste d'écouter. Est-ce suffisant d'écouter pour avoir de la musique? ça va être